Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Christophe Marais, élu au sein du bureau exécutif de l'Intec depuis maintenant 6 ans. Et je suis particulièrement en charge de la recherche et du développement. Des termes pompeux, mais qui finalement sont la poursuite de tous les travaux qui sont réalisés à l'Intec depuis sa création, donc depuis les années 70. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé depuis 2 ans maintenant méthode. En fait, méthode était le diminutif, ou en tous les cas le nom marketing qu'on a souhaité donner à ce qui pouvait s'appeler l'ancienne méthode Intec, qui a connu dans les années 70 sa version rouge, sa version bleue, sa version blanche, et qui maintenant se résume à méthode, c'est-à-dire que plutôt que de dire la méthode d'estimation des coûts de la construction, d'estimation et de vérification des coûts de la construction de l'Intec, on résume ça avec ce terme-là. Aujourd'hui, l'actualité méthode, c'est plutôt la branche en couleur qui s'appelle Gestiona, donc on en parlera un petit peu plus en fin de l'intervention. Mais je vais quand même refaire un petit retour en arrière pour expliquer la cohérence de l'ensemble de ces réflexions. Donc, méthode, c'est tout d'abord une méthode d'estimation et de contrôle des coûts de la construction. Il faut savoir que au moment de la création de l'Intec, des économistes ont travaillé sur l'établissement d'un listing exhaustif de tous les ouvrages de bâtiment. Donc ça a donné un document qui est un petit peu épais, un petit peu très détaillé, mais finalement assez peu exploitable, qui ensuite s'est transformé en regroupant tous ces éléments qui avaient été listés en une nomenclature d'ouvrages de bâtiment. Une nomenclature qui se résume à des chapitres, des sections, des chapitres, des sous-chapitres et des fonctions. Si vous m'entendez parler de fonctions tout à l'heure, on va dire que c'est le dernier niveau de cette nomenclature. Alors, cette nomenclature, plutôt que d'en faire des grands discours, je vais juste vous la montrer et vous expliquer son fonctionnement. C'est très très simple. Alors, tac. Donc, la méthode Intec, finalement, c'est alors, quelque chose qui peut s'appliquer aux constructions neuves comme aux travaux sur l'existant, c'est venu un petit peu après, initialement c'était que pour les travaux neufs, se regroupe en 3 sections. Donc on a une section construction à proprement dite, une section qui est des suggestions d'adaptation au site, et une section d'équipement spécialisé. L'idée, c'est que finalement, la construction à proprement dite peut, elle, être reproductible sur entre guillemets différents sites, en tous les cas on pourrait l'imaginer, que les suggestions d'adaptation au site sont vraiment des ouvrages spécifiques au terrain, à tout ce qu'on peut imaginer sur le... Donc on parle de fondations spéciales, on parle d'installations de chantier même, on parle de terrassement, hein, sur un projet on avait effectivement des choses qui sont très particulières à chaque projet. La première est générale, celle-ci est plutôt particulière. Et puis ensuite, une section qui détermine des équipements spécialisés. Typiquement, des équipements de cuisine industrielle sont classés dans cette affaire. Donc, cette nomenclature se détaille ensuite, avec tout un tas de niveaux. Finalement, c'est un guide. Il faut le prendre comme étant un guide alors qui va servir à l'estimation, mais qui va aussi servir au contrôle. L'idée, c'est que finalement, tous les items soient toujours classés au même endroit. Alors, on est dans les années 70, il faut imaginer que c'est les débuts de l'informatique, pas encore de la micro-informatique, hein, puisqu'on parlait plutôt de cartes à trous à l'époque. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver quelque chose qui finalement soit un petit peu systématique. Donc là, vous avez... je dirais l'arborescence un peu générale de ce qui pourrait être... dans la première section, on retrouve les infrastructures, on retrouve la superstructure, donc ce qui est au-dessus du sol, et on retrouve des équipements. Je vais vous montrer juste le détail, et après j'arrête avec ça, parce que c'est pas l'objet de
c'est pas l'objet de la présentation. Mais si on retrouve ici, voilà, des sections, des sous-sections, on voit très vite que finalement, là je suis sur des poteaux OBA ou des poutres, voilà le niveau d'arborescence qu'on peut trouver pour tous les ouvrages de la construction, y compris les ouvrages qu'on appelle, nous, les équipements organiques, qui sont des lots sur lesquels on intervient peut-être un petit peu moins, mais tout ce qui est électricité, fluide, choses comme ça. Donc cette nomenclature reprend quasiment de manière exhaustive tous les ouvrages de construction qu'on peut rencontrer. Alors je dis quasiment parce que bien sûr il y a toujours des évolutions technologiques qui font apparaître des nouveaux procédés. Ça se met à jour, mais avec parfois un petit peu de décalage. Donc l'idée de cette nomenclature, finalement, qui a été faite de manière collégiale, c'est un peu son point fort, c'est-à-dire que on a, nous, dans nos cabinets, tous des expériences et des méthodes qu'on a montées sur la base des éléments dont on avait besoin. Pour autant, on y a réfléchi, pas seul, pas forcément seul, mais d'une manière un peu moins exhaustive qu'ont pu le faire nos prédécesseurs quand ils ont monté cette base de nomenclature. Donc, sur cette base de nomenclature, finalement, je vais reprendre mon petit schéma initial. Au fil du temps, sont venus se greffer plusieurs outils informatiques. Puisque, à partir du moment où on a quelque chose de codifié, le rendre automatique ou le rendre systématique, ça devient simple et donc informatisable d'une manière assez facile. L'idée de méthode, initialement, c'était de faire de l'estimation de coûts. Donc, un des logiciels qui a été monté, sur lequel il y a eu plusieurs versions, plusieurs essais, c'est le logiciel Estima. Donc, Estima, c'est un logiciel, alors je peux vous montrer l'allure que ça a, parce que globalement, ça correspond à un outil. Estima, c'est un logiciel où... Je ne vous montre pas les détails, hein, mais on retrouve toute la nomenclature. Finalement, l'idée, c'est de passer dans tous les items de cette nomenclature et d'y mettre une quantité. Voilà, si on voit. Voilà, par exemple, là, dans cette opération-là, il y avait... Estima possède des prix. Alors, ce ne sont pas des prix unitaires tels qu'on peut les voir dans les bordereaux de travaux d'entreprise, puisqu'on est sur des fonctions et sur des ratios d'ouvrage. Hein. Là, on est sur une poutrelle, donc si on faisait un mètre, on ferait béton, acier, coffrage, choses comme ça. Là, on a une poutrelle au mètre linéaire. L'outil, finalement, pour chaque fonction, a un prix unitaire. Prix unitaire qui est indexé sur le temps, c'est-à-dire que par l'intermédiaire des BT, du BT01, le prix évolue, donc l'application reste finalement assez à jour en termes d'évolution des prix. En fonction de la région, puisqu'on sait qu'on ne construit pas au même prix en montagne, à la mer, au centre de la France, dans Paris intramuros, c'est le même ouvrage, mais le prix peut être différent. Et les prix sont aussi indexés sur la quantité de matériaux. Donc le principe, c'est de passer dans tous les items. Alors l'idée, c'est de rien oublier. Donc c'est un travail un petit peu itératif, mais quelque part, on peut quand même aller relativement vite. Et l'idée, c'est de passer vraiment dans tous les chapitres, et l'objectif étant de rien oublier. Donc voilà, on trouve là... Donc ça, c'est la partie Estima. Estima, ça permet de... Alors, je vous donne... Tout à fait. Ouais. Je vais le montrer sur un fichier. Voilà, Estima. Alors, je vais vous montrer plusieurs choses. Je vais vous montrer... Alors, ce n'est pas des sorties brutes, hein, c'est des sorties qui sont parfois un petit peu retravaillées. Voilà. Où finalement, la présentation d'une estimation est faite sur les grands chapitres de la nomenclature.
donc un systématique de la on présente les choses de manière systématique, mais ça permet, par exemple, dans le cadre de l'évolution d'un projet, d'avoir aussi une possibilité de comparer à différentes phases en ayant la même arborescence. Je vais prendre un exemple. On ne parle pas de l'eau, on parle plutôt c'est plutôt classé en sections. Typiquement, pour une toiture, si vous faites des lots avec une toiture, vous pouvez avoir de la charpente, de la couverture tuile, vous pouvez avoir un plancher béton et une étanchéité, vous pouvez avoir tout un tas de choses. Si vous faites une estimation par lot et que vous voulez comparer deux types de conception de toiture, eh ben, il va falloir aller chercher les éléments dans différents lots. Là, finalement, il y a je vais voir mieux ici. Il y a un chapitre qui s'appelle toiture, dans lequel si on regarde dans la nomenclature, on va trouver tous les types de toitures. Donc finalement, c'est à la fois une façon de calculer, mais c'est aussi une façon de vérifier et une façon de comparer. Voilà, je vais vous montrer un autre exemple des sorties qui sont possibles d'obtenir. Là, un détail, cette fois-ci. Non, c'est pas ça. Ah, non, c'est pas ça. Un détail. Ah, mais je vais pas classer mon fichier, donc je vais pas vous montrer le détail. Je vais vous le montrer à l'écran, on va le faire en direct. Sur ce projet-là, finalement. Voilà. Voilà. On va faire une édition des résultats. On va demander un détail avec, on va dire avec les descriptifs, parce qu'il y a un descriptif qui est associé à chaque item, avec les montants, avec les prix unitaires, avec les unités. Ça, on va laisser tomber. On va demander le fichier Excel. Ah ça, on l'avait jamais fait. Bon. C'est un très bon exemple, mais j'ai une connexion Internet qui est un peu erratique. C'est pas grave, on va recommencer. Hein. Voilà. Non, ça marche, hein, je vous rassure. C'est pas que de la recherche et du développement. Je fais sans filet, mais bon. J'avais sélectionné un fichier qui aurait été plus facile à... Voilà. Donc en fait, on sort un bordereau estimatif avec tout ce qu'on a sélectionné, les quantités qui vont bien. Alors il faut activer la modification pour avoir les montants. Voilà, ça marche. Et vous avez finalement pour chaque item une description, la quantité que vous avez renseignée, le prix qui est proposé par le logiciel. Donc après, il appartient à chacun, en fonction de ses connaissances ou de son habitude. C'est un logiciel qui s'étalonne. Moi, quand on l'a mis en place dans notre structure, on l'a étalonné avec des projets qui étaient existants pour voir si on était bien d'accord avec ce qui sortait. Il y a parfois des prix, moi, que je modifie parce que je considère qu'ils sont un peu faibles dans la région dans laquelle je travaille. De la même manière, on édite des récaps là, qui sont toujours... Et finalement, cette méthode-là, alors ça c'est en travaillant avec un confrère qui était au Canada, qui lui travaille beaucoup avec les uniformats, enfin c'est la norme là-bas, tout doit être présenté sur cette méthode-là, et où il nous expliquait que l'estimation, elle commence par l'explication de la méthodologie de l'estimation. Et moi je me suis rendu compte qu'on faisait jamais ça chez nous, on donnait le tableau estimatif, et puis on avait un peu tendance à dire, ben voilà, débrouille-toi avec ça. Et donc là, finalement, le fait d'expliquer comment c'est fait, c'est aussi une relation différente avec le client. On ne va pas lui montrer le détail, même si on peut lui faire voir, mais ce n'est pas le détail qui nous intéresse. Et puis, quelque part, on n'a pas non plus spécialement envie que, dans le détail, il puisse dire, oh, ben non, ça, c'est pas assez cher ou trop cher. Ça, c'est quand même notre spécificité. Pour autant, on lui explique que ça n'a pas été fait sur un coin de table. Tout simplement, qu'il y a une méthode pour le faire, et ça peut changer pas mal de choses dans la discussion. Alors il faut savoir, si on revient par exemple sur
sur ce schéma-là que méthode, et notamment Estima, peut être chaînée avec différents logiciels. C'est-à-dire que, typiquement, moi on utilise Attic, et finalement la nomenclature que je vous ai montrée en fichier Excel, on l'a intégrée en bibliothèque de base d'Attic. Donc on fait nos quantités avec la méthode qu'on utilisait pour faire nos quantités, mais en utilisant cette... on renvoie le fichier dans Estima, il nous propose une estimation et on continue à avancer. Voilà. De la même manière, il y a des passerelles avec de VSOC et il en manque une, là, AEA, je crois, l'année dernière à Avignon a présenté aussi sa passerelle. Dans la mesure où on a des choses qui sont systématisées, on est dans une logique informatique, ben, il suffit de développer des interfaces et les choses se font naturellement. On a aussi utilisé, quand on a fait l'expérimentation dans le cadre du plan de transition numérique du bâtiment, l'Intec a répondu à un appel à projet qui concernait le BIM. Typiquement, on a classé une maquette BIM en utilisant la nomenclature de méthode. Et finalement, ben, c'est une nomenclature. Alors, on aurait pu utiliser Uniformat, hein, mais sauf qu'Uniformat, quand on l'utilise, en général, c'est quelque chose de traduit. Et finalement, parfois, il y a des termes, on se demande si le traducteur, il savait bien de quoi il parlait. Donc là, on a en natif une nomenclature qui permet d'écrire une maquette, enfin, en tous les cas, de mettre des propriétés dans une maquette qui correspond à une nomenclature qui peut être réutilisée. Le but du jeu, c'est que chacun ne fasse pas sa nomenclature, mais que c'est bien quelque chose qui soit partagé. Voilà, une des applications de méthode, si vous avez cette expérimentation s'appelait Atelier BIM virtuel, si ça vous intéresse, en tapant ABV, PTNB, vous devez pouvoir trouver des choses enfin, il y a des publications qui retracent ça. Donc ça, là, on a parlé pour l'instant que d'Estima. Ensuite, naturellement, quand je vous ai dit que le Estima, c'était quelque chose d'itératif, où on passait dans chaque fonction, on imagine qu'il y a à peu près 8000 fonctions. Même si on ne passe pas dans chaque fonction, mais dans chaque chapitre, on voit que ça peut demander un travail quand même conséquent, hein, de plusieurs heures. Alors ça c'était la dernière génération, avant que nous on arrive. Bon, imaginez finalement Anticipe. Anticipe, c'est en répondant à des questions, vous générez des quantités Estima. Je m'explique. Vous choisissez vous choisissez faire un logement collectif, 30 logements. Bon, bah, 30 logements, si vous dites que il y a une question qui demande si tous les logements arrivent par une coursive intérieure, bah, il y aura 36 portes d'entrée de logements. Voilà. Et l'algorithme est fait en sélectionnant pour chaque question un certain nombre de prestations. Donc là, j'ai juste... pour illustrer ça, alors, hop, pour illustrer ça, j'ai le cahier des données d'Anticipe. On va regarder. Désolé, je ne peux pas ouvrir. Pourquoi? Décidément. Il est peut-être ouvert, hein, tout simplement. Cahier de données Anticipe. Voilà, il était ouvert. Donc en fait... Donc dans la méthode, il y a aussi un certain nombre de... Il y a plusieurs tables, hein. Il y a une table de type de bâtiment, puisque forcément, dans Anticipe, quand vous dites que vous faites des logements, vous attendez pas à avoir des prestations d'un groupe scolaire. Donc il y a la possibilité de sélectionner voilà, un certain nombre de choses, et on peut aller voir... Alors en logement, on va aller voir par exemple des logements collectifs. Les questions qui vont être posées, en dehors des dates de réalisation et des choses qui permettent de mettre à jour la base, c'est le type de logement, les différents locaux qui pourraient être en plus des logements. Donc là, on renseigne ensuite des surfaces.
on indique des dispositions particulières au terrain. En fait, la réponse à ces questions-là va générer des prestations, enfin des fonctions dans Estima. Donc en 15 minutes, là tout à l'heure je parlais de plusieurs heures dans Estima, en 15 minutes, 20 minutes, 1 heure maximum, vous pouvez obtenir ce que je vous ai montré. Donc dans Estima, c'est un bordereau avec des quantités et des prix unitaires. Ça sort à peu près, je veux dire, 200 à 300 lignes de quantitatif, juste en répondant à ce type de questions-là. Alors je vais juste vous montrer les questions qu'on retrouve, par exemple, sur un bâtiment scolaire. Donc on va trouver, il va falloir remplir des surfaces et des nombres de locaux pour des accueils, l'enseignement général, des salles d'enseignement, bibliothèques, des laboratoires, indiquer s'il y a une restauration collective, indiquer... En fait, c'est un programme de bâtiment. C'est-à-dire qu'en rentrant un programme de bâtiment, alors je pourrais vous le montrer en réel, sauf que c'est un tout petit peu long et le temps va nous manquer. Je préfère balayer les choses de cette manière-là. Je vais vous le montrer, parce que je vois qu'il y en a qui voudraient voir. Finalement, en rentrant un programme concours, par exemple, d'un bâtiment, on sort un quantitatif avec une estimation du bâtiment. Alors, avec une estimation du bâtiment sur la section A, c'est-à-dire la chose qui est reproductible. C'est-à-dire qu'une salle de classe, qu'elle soit je veux dire, en plein centre de Paris ou dans les Alpes, il y aura un sol, du plafond, de la peinture, alors que les ouvrages qui sont particuliers seront, eux, renseignés à part pour spécifier le type de terrain, pour spécifier... Mais typiquement, 1 heure pour un groupe scolaire, ça marche... on a quelque chose qui est assez... Donc ça, c'est toutes les questions qui pourraient correspondre à ce qui devrait être enseigné dans Anticipe. Donc, Estima, on va dire une demi-journée, Anticipe, 1 heure. Voilà, c'est un peu les ordres de grandeur de... Donc je reviens toujours, parce que l'idée c'est de présenter méthode, sur mon petit schéma. Donc on a vu Estima, on a vu là... En fait, ce sont des algorithmes, hein. Les algorithmes qui font référence à... Voilà, je réponds à telle question, ça déclenche telle prestation. Donc ça a été écrit de manière complètement. L'année dernière... non, il y a 3 ans maintenant, donc quand on avait fait ABV, pour identifier les maquettes avec des informations qui étaient prévues dans méthode, on a imaginé un petit démonstrateur. Donc ça, ce n'est pas un logiciel qui est opérationnel, mais en tous les cas, c'est un démonstrateur. Finalement, l'idée, c'est de dire, je prends une maquette BIM, bien renseignée, mal renseignée, je prends une maquette BIM, je la mets sur une plateforme, et la plateforme traite la maquette, reconnaît les ouvrages, avec différents artifices, hein, ce sont des algorithmes aussi. Ben, je ne sais pas, ça fait partie de la classe des objets wall, donc c'est un mur. Voilà, on arrive à déterminer si le mur il a des chances d'être porteur. Et finalement, on peut classer la maquette, on peut pré-classer la maquette avec des ouvrages, avec des éléments de méthode. L'intérêt, c'est que finalement, si on fait ça, eh ben, on peut aussi extraire ces éléments-là avec les quantités, puisque dans une maquette, il y a les quantités. Donc l'idée, c'était de montrer que c'était possible, en partant d'une maquette qui n'avait qui n'avait aucun élément de méthode à la base. Donc ça, c'est un démonstrateur. Alors aujourd'hui, l'Intec n'a pas souhaité développer ce logiciel, parce qu'on est un syndicat professionnel, on n'est pas des développeurs informatiques, hein. Par contre, l'idée, c'était de donner un peu l'idée à nos différents prestataires d'informatique voilà, de choses qui pouvaient être faites. Typiquement, hein, si on arrive à qualifier une maquette avec des ouvrages de la méthode qu'on a, moi je vous parlerai d'ATIC parce que je travaille plus avec ATIC qu'on a ATIC, ben, le bordereau il sort...
Donc la partie quantitative, après il y a la partie vérification, mais la partie quantitative, elle peut être quand même largement simplifiée. Donc ça fonctionne pour quelques chapitres. Donc on a montré que c'était possible. Les derniers gros travaux de l'Intec concernent Gestiona. Donc ça fait Gestiona, c'est le coût global. Donc là, on a le coût d'investissement. Là, on aurait le coût programme, on pourrait dire. Là, on aurait le coût d'investissement. Et là, on aurait plutôt la partie coût global. Donc c'est à peu près... ces travaux-là ont été lancés, c'était un petit peu avant que moi j'arrive au sein du BE, donc ça doit faire 7 ou 8 ans. Le logiciel est opérationnel depuis septembre dernier, ou celui d'avant, peut-être bien même. Il faut savoir qu'il est gratuit pour tous les économistes membres Intec. Voilà. Il faut savoir que ce logiciel-là a aussi été retenu par Cercal pour en faire un logiciel un petit peu, comment dire, de base de calcul du coût global dans le cadre de la certification des logements NF Habitat. Le dernier chapitre, c'est le coût global, mais ils n'avaient pas d'outils. Donc on a travaillé un petit peu avec Cercal et ils ont retenu notre solution. Alors, le coût global, qu'est-ce que c'est? Le coût global, tout le monde en parle souvent, sans vraiment toujours connaître le sens du coût global dans le bâtiment, parce qu'on peut très bien imaginer coût global. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo, et ça va me permettre de me reposer les pupilles, que vous avez peut-être déjà vu un certain nombre de fois. Super la vidéo. Ah, c'est pas la vidéo, ça. Mais également à la déconstruction du bâtiment. On recommence, c'est moins amusant. L'approche en coût global a pour objectif de prendre en compte les coûts d'un projet de construction au-delà du simple investissement, en s'intéressant à l'exploitation, à la maintenance, au remplacement des équipements ou des matériaux, mais également à la déconstruction du bâtiment. Cette démarche est d'autant plus importante que l'on estime que, pour certains bâtiments, le coût d'investissement d'une opération ne représente que 25% du coût total, la différence survenant au cours de la vie du bâtiment. L'importance des choix réalisés au moment de la programmation, puis la conception, s'avère ainsi primordiale. L'approche en coût global consiste à évaluer l'impact des choix à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, en termes de coûts différés et d'impact sur l'environnement. En lien avec les données de la maquette numérique, le calcul en coût global permet l'étude dès les premières étapes du projet, faisabilité ou avant-projet, puis lorsque le projet est complètement défini en phase projet. L'analyse du cycle de vie vient compléter l'approche en coût global par le prisme de l'impact environnemental. Voilà, donc juste cette petite présentation pour juste, je dirais, fixer un petit peu les termes. On parle d'investissement, on parle d'exploitation, on parle de maintenance, on parle de fin de vie. Donc ces choses-là sont toutes reprises dans une norme. Parce qu'il faut savoir que le coût global en bâtiment, c'est une norme. Donc beaucoup de gens font du coût global, mais finalement détournent un petit peu les choses, puisqu'ils ne sont pas forcément... alors c'est une norme internationale, c'est pas une norme française, ne sont pas forcément en phase avec ce qui est demandé dans un coût global. Alors, il est déjà 3 heures, donc on va aller assez vite sur le coût global. Moi, je suis de toute façon, pendant ces 2 jours-là, sur le stand Intec Service, si vous voulez des explications, si vous voulez des choses un petit peu plus détaillées. Globalement, il n'y avait pas d'outil de calcul de coût global. Pour autant, le coût global, il a aussi toute une nomenclature. Et on s'est dit, d'accord, mais par contre, pour la partie investissement, ce qui serait peut-être pas idiot, ça serait d'intégrer la nomenclature méthode. Donc là, vous voyez, l'intérêt d'avoir une base informatique, c'est de pouvoir finalement la mettre une fois dans une maquette, la mettre dans une estimation, la mettre dans un calcul de coût global.
Et pourtant, finalement, on parle toujours avec les mêmes termes, ça rend les choses aussi plus simples. En coût global, il y a des choses qui sont importantes. Faut commencer par se former, parce que je vous ai dit que c'était une norme. Bah, une norme, vous pouvez la lire sur la plage, mais pas très intéressant. Donc, c'est pas très compliqué, mais c'est important de pouvoir se former. Alors, à ce sujet-là, je vais faire un petit peu de pub pour l'Intech. On a sorti, hier matin, le MOOC Coût Global. Donc, aujourd'hui, vous pouvez faire une petite formation sur le coût global. C'est je dirais une préformation, mais en tous les cas, c'est une très bonne introduction c'est quelque chose qui permet d'utiliser le logiciel de gestionnaire. Typiquement, c'est pas parce qu'on sait se servir de Revit qu'on est architecte. Bon, c'est pas parce qu'on a gestionnaire qu'on est capable de faire du coût global. En fait, c'était ça la petite comparaison. Donc, il y a une première étape, ça commence par être, c'est la formation, donc ça peut se faire ça peut se faire grâce à un MOOC aujourd'hui. Alors ça se fait en présentiel aussi à l'Intech, mais ça peut se faire par un MOOC. Après, il y a une autre phase qui est importante. Un coût global, ça se fait pas ex nihilo. C'est-à-dire que il y a des données. Alors les données d'investissement, l'économiste de la construction, il les connaît, les données d'investissement. Il est capable de les calculer. Par contre, il y a des données d'entretien de maintenance qu'on n'a pas forcément dans nos tablettes et qu'il faut aller chercher. Donc il faut aller les chercher, soit par analogie sur des projets similaires, soit chez le maître d'ouvrage qui, lui, a des données, alors qui ne sont pas toujours organisées, c'est un peu le souci, mais il a les données, c'est-à-dire qu'il sait combien lui coûte un bâtiment de logement en entretien d'espace vert, il sait combien lui coûte un bâtiment de logement en charge commune d'éclairage au mètre carré, il a toutes ces données, mais il faut aller les chercher. Donc, il faut s'organiser pour aller les chercher. Ensuite, alors ça c'est une réflexion qu'on a eue au cours de la création de ce logiciel Gestiona, c'est que en fait, il y avait beaucoup de coûts global partiels. Donc, c'est partiel ou c'est global? A priori, global, c'est celui qui correspond à la norme. Donc, finalement, on a rajouté, nous, un terme qui est un coût global de référence. Parce que l'idée, c'est pas forcément de faire du coût global complet à tout le monde. L'idée, c'est de dire ce qu'on fait. Donc, on peut imaginer qu'un coût global de référence, ça pourrait être la base sur laquelle on retrouve un certain nombre de coûts suivant la norme, et ensuite qui permettent d'élaborer des scénarios pour comparer des solutions. Et là, on va comparer des solutions sur les items qui les concernent. C'est-à-dire que si on veut comparer une solution de chauffage, on va pas s'occuper de l'enduit qu'on met en façade. Donc là, on va plutôt parler de coût global relatif, par exemple. Donc on a un coût global de référence, mais on est capable d'extraire une certaine partie de ce coût global en un coût global relatif énergie, relatif enveloppe. Pour Cercal, c'est un peu les termes qu'on a utilisés, et puis relatif finition. Donc on imagine que finalement le coût global, on n'étudie pas son entièreté, mais c'est simplement une partie. Par contre, on le dit, et on fait bien référence toujours à la norme. Et ensuite, cette norme, elle est intéressante parce que finalement, elle décrit aussi les livrables qui doivent être faits. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une mission de coût global, je vous mets au défi de savoir ce que vous allez rendre ou de ce que vous devez rendre. Parce que finalement, tout le monde en parle, mais c'est pas toujours évident. Dans la norme, c'est pas compliqué. Il y a le livrable, il est organisé, et je vous montrerai après, mais le livrable, il est organisé et il doit donner telles informations. Alors, voilà, typiquement. Alors, ça, c'est une expérimentation qu'on a fait aussi dans le cadre d'ABV, où finalement on est parti d'une maquette BIM, dans laquelle on avait mis les informations de la méthode, qu'on a ressorti pour faire les estimations, et dont on s'est servi pour faire le calcul du coût global dans Gestiona. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai insisté un petit peu sur la méthode, mais c'est le cœur, quoi. C'est l'ADN du truc. Et finalement, voilà, le type de sortie qu'on peut obtenir avec un coût global. Là, on ne voit pas forcément très bien, mais l'objet de l'étude, c'était de l'eau chaude sanitaire solaire. Il y avait un projet dans lequel il y avait de l'eau chaude sanitaire solaire, et puis un autre dans lequel il n'y en avait pas. Donc le rouge, il n'y en a pas, le bleu, il y en a. Donc on voit qu'on change les panneaux, là, ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais peut-être je peux grossir. Ah non, c'est une présentation, ça. Si je fais ça...
Non. Ah si, voilà. Voilà. Donc là, en coût global, on change l'équipement tous les 20 ans. Hein, c'était l'hypothèse qui était prise. Et puis, quand on n'a pas de panneaux solaires, finalement, on a que des consommations qui font monter la courbe. Hein. Donc, et puis, ce qui est intéressant, alors, ça, c'est la norme qui nous l'apprend, mais le coût global, on l'étudie en regardant l'évolution des prix dans le temps. Si on fait là, c'est sur 70 ans. Si on fait une étude sur 70 ans, l'euro, il n'a pas la même valeur aujourd'hui que dans 70 ans. Il y a deux mécaniques. Il y a l'actualisation et puis l'inflation. Donc l'inflation fait monter les prix, ça, tout le monde connaît bien. L'autre notion, c'est une notion d'actualisation. Ça, c'est une notion économique qui donne une valeur à l'argent. Globalement, il faut retenir que l'argent qu'on a aujourd'hui a plus de valeur que celle qu'on aura demain. Donc quand on dépense de l'argent aujourd'hui, c'est plus important que quand on la dépense demain. Donc c'est un balancier, c'est un principe économique qui permet de balancer la seule inflation. Et donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que typiquement, là c'était la simulation qui était faite, hein, on a fait une petite analyse de risque à partir de toutes les données qu'on pouvait avoir. Les données sont les mêmes sur les deux schémas. Pour autant, on peut voir que là, dans celle-ci, la solution solaire, finalement, devient moins coûteuse que la solution sans solaire. Et tout ça parce qu'on a changé le taux d'actualisation en considérant que les énergies fossiles allaient avoir un impact plus important dans le temps que la simple inflation des prix globales. Donc, du coup global, avec les mêmes données, on peut faire dire plein de choses. C'est pour ça que quand je vous disais il faut se former, il y a vraiment des notions. Il faut se former et il faut aussi former les interlocuteurs. Et ça, c'est plus difficile parce qu'il faut aussi expliquer aux interlocuteurs des notions qui ne sont pas forcément accessibles comme ça au simple... Là, je vais vous montrer la dernière chose que je vais vous montrer. Et après, j'arrête parce que mon temps est écoulé. C'est la même chose, mais là, c'est la présentation. En fait, c'est un exemple de coût global. C'est-à-dire que le coût global, dans la norme, on dit qu'il doit y avoir un résumé, on doit expliquer les objectifs et les domaines d'application, on doit expliquer les solutions envisagées, on doit expliquer les hypothèses, les contraintes et les risques identifiés. Hein, je dis, l'évolution du prix de l'énergie différent arrive à des résultats qui sont aussi différents. Donc il faut expliquer ces choses-là. Et puis les variantes évaluées. Donc là, typiquement, alors il y a une autre page aussi encore, qu'est-ce qu'on doit dire? Voilà, c'est les graphiques qu'on retrouve de tout à l'heure. Hein. Et puis après, là, c'était... alors, le coût global dans Gestiona, c'est une notion économique. C'est-à-dire que dans le coût global, on peut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est le coût global étendu, et on peut analyser aussi tous les paramètres extérieurs, environnementaux, sociaux, on peut imaginer plein de choses. C'est compliqué de les monétiser. Non, voilà, merci. C'est difficile de leur donner une valeur monétaire. Donc on peut alors c'est un exemple, mais on peut imaginer ça avec des solutions plus, je dirais, d'analyse qualitative. Hein, donc, alors Gestiona ne fait pas ça. Gestiona, il est vraiment que sur la partie économique. Donc ça, c'est un exemple de coût global. Alors si on l'édite, ça tient sur 2 à 3. Donc en fait, un livrable de coût global, on pourrait imaginer que même si derrière, il peut y avoir 150 pages de minutes, hein, parce que la nomenclature du coût global, elle est quand même conséquente, et finalement, un livrable, ça pourrait être ça. Alors, donc celui-ci, c'était le coût global relatif aux chaudes sanitaires solaires. Donc là, la solution de base où on a de l'investissement, de l'exploitation maintenance des panneaux solaires et de l'énergie. Voilà, bon, je vous fais grâce les détails. Merde. Pardon. Et là, la solution où finalement on n'a pas de panneaux solaires. Donc on a juste de l'investissement et puis de l'énergie. Voilà, c'est des choses qui sont très facilement explicables. Hein, on pourrait faire varier la taille des ronds aussi si on voulait être encore plus réaliste. Mais en tous les cas, c'est des choses qu'on peut rendre explicable à un maître d'ouvrage. Et là, dans ce cas particulier-là, finalement, on se rend compte qu'au bout de 20 ans, l'investissement, enfin le coût global est assez proche. Quand on part sur des hypothèses standards,
2% d'actualisation, 2% d'inflation, 4% d'actualisation, c'est des standards qui sont donnés par les organismes économiques. On se rend compte que finalement, au bout de 20 ans, il n'y a pas tant de différence que ça. Mais qu'à chaque fois qu'on réinvestit, on perd un petit peu, ça c'est normal. On se rend compte que par contre, on génère des économies pour les locataires, parce que là c'était dans le cadre d'un système. Le coût global, on l'étudie pour le global, hein. C'est pas que le coût du mètre d'ouvrage, c'est vraiment le coût global du bâtiment. On parle du bâtiment, mais par contre qu'on génère des économies de charge. Et puis quand on simule, alors finalement au bout de 20 ans, parce que ce qui l'intéressait le mètre d'ouvrage, c'était pas forcément les 70 ans, hein, mais de se dire qu'au bout de 20 ans, le surinvestissement, parce qu'on a on a quand même un surinvestissement lié aux panneaux solaires, finalement il est quasiment amorti. Par contre, il a généré des économies pour ses locataires. Donc, il les a rendus plus solvables. Donc, finalement, cette analyse-là lui fait dire que c'est pas idiot, sur ce projet-là, à cet endroit-là, de mettre du solaire. Et puis, en plus, si jamais on fait des hypothèses d'évolution du coût de l'énergie, on se rend compte que si finalement, ça peut être quand même très intéressant. Donc on voit qu'au bout de la première session, enfin du premier terme, on est pareil, hein, on est assez proche, mais par contre qu'après, ça peut quand même, en fonction du coût de l'évolution de l'énergie, apporter un intérêt certain. Voilà, ça c'était pour parler du coût global, sachant que derrière tout ça, on a encore toute la nomenclature. Je peux vous montrer juste, allez, après j'arrête, promis. Voilà. Et alors je vais prendre un projet existant parce que le coût global, c'est Internet qui rame. Ah, j'ai un petit bouton rouge. Ah, c'est passé au vert. Donc si je prends un projet existant, je vais prendre celui-là. Celui que j'ai ouvert tout à l'heure. Voilà, là on est finalement dans le même environnement qu'on était tout à l'heure dans Estima, hein, c'est les mêmes présentations. Donc au niveau des fonctions du projet, on va retrouver la nomenclature qui est la nomenclature de la norme. Voilà, tout ce qu'on a pu renseigner, hein, tous les items ne sont pas à renseigner, mais on a renseigné un certain nombre de coûts. Et ce que je voulais vous montrer, c'était la feuille de données, voilà, où finalement les travaux, l'estimation des travaux était réalisée suivant la nomenclature de la méthode, ce qui me permettait derrière d'avoir des coûts d'entretien de maintenance qui soient déjà, ou sur lesquels on puisse proposer des valeurs par défaut. C'est-à-dire que si on dit que la toiture, l'étanchéité, c'est toujours, c'est dans une nomenclature que c'est toujours le A221-11, on sait dire que A221-11, c'est l'étanchéité et que ça coûte 1% par an d'entretien maintenance. Si on avait fait des lots, on ne saurait pas trop où est-ce qu'il faut mettre. Là, il y a des valeurs par défaut qui sont proposées. Et ça, c'est le fait d'avoir des choses qui soient classées déjà, qui soient structurées. Voilà. Donc là, pour mettre un terme à mon intervention, voilà, méthode, c'est le nerf de la guerre. Finalement, quand on a des choses qui sont structurées, on peut en faire autant qu'on peut en imaginer. Là, il y a deux branches qui ne sont pas en couleur encore. On trouve la CV. Donc, on a commencé à réfléchir à finalement mettre des valeurs carbone dans chaque fonction. Donc, on a fait des tests sur quelques fonctions. On sait qu'on y arrive en renseignant, en allant se référencer par rapport au fichier NIES. C'est un petit peu compliqué, mais techniquement, on sait que c'est possible. Dans la méthode, les ouvrages sont composés. Donc ça veut dire qu'il faut composer plusieurs fichiers NIES pour arriver à avoir le poids carbone. Mais finalement, ce que je veux dire, c'est qu'en chiffrant un programme tel qu'on l'a vu dans Estima, on pourrait avoir le poids carbone du programme. Et tout ça parce que au milieu, il y a quelque chose d'intelligent. Et puis la dernière chose, alors ça c'était c'était notre projet avant Covid, mais ça s'est un petit peu
ça s'est un petit peu stoppé, c'est que finalement, comme la structure est toujours organisée de la même manière, ce serait très simple d'avoir des ratios, et des ratios qui parlent à tout le monde. C'est-à-dire qu'un ratio de construction d'infrastructure de construction à proprement dite, tout le monde saurait ce que ce serait. On aurait le même langage, on sait exactement ce qu'il y a d'inclus dans ce ratio-là. Un ratio d'équipements structuraux d'un projet, eh ben, quand vous connaissez méthode, eh ben, vous savez ce qu'il y a dans l'équipement structuraux projet. Donc ça serait une façon d'organiser des ratios et un observatoire des coûts de construction qui serait très simple. Donc je ne sais pas si on aura l'énergie de relancer ça avant la fin de notre mandat, mais en tous les cas, c'est des idées pour nos successeurs. De créer En fait, on est économiste, on n'a pas d'observatoire des coûts de la construction. Il y a plein de gens qui donnent les coûts de construction. Il y a plein de revues dans lesquelles vous trouvez les coûts de construction, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et nous, les spécialistes, on ne saurait pas les présenter et les organiser. Donc c'est un petit peu dommage, mais avec un petit peu d'huile de coude, ça pourrait se faire grâce à cette organisation-là. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Une question une demande de développement, parce que moi j'utilise Estima. Micro, s'il vous plaît. Plus fort. Micro. J'arrive. Un, deux. Oui, plus une demande de développement. Moi, je suis utilisateur d'Estima. Et anticipez bien, parce qu'il permet de faire rapidement, d'obtenir un premier prix sur le bâtiment proprement dit. Mais moi, une fois que j'ai sorti un prix sur Anticipe, je bascule sur Estima. Oui. Et je pense que ça mérite d'être expliqué. C'est-à-dire que les deux ensemble, ça fonctionne bien. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais te demander de... D'accord, mais alors, typiquement, on répond aux questions en langage naturel. Hein. Combien y a-t-il de logements? 4. Hein. Et on répond à ces questions-là. C'est les questions que je vous ai montrées. Quel type de classe, combien de classes de SVT, combien de classes avec leur surface. Ça transforme les choses en quantité. C'est-à-dire que dans une classe de SVT, l'algorithme il dit qu'il va plutôt mettre du carrelage plutôt que du PVC. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais on pourrait imaginer ces choses-là. Il va générer une ventilation un peu différente. Il va générer... voilà. Et donc, on commence sur Estima, on commence sur Anticipe, et on arrive avec notre bordereau Estima sur lequel on peut retravailler, et de toute façon sur lequel il faut retravailler, puisque on a le chapitre A, construction à proprement dite, mais il faut rajouter toute la partie données du site et équipements spécialisés. Voilà. Mais c'est transparent, quoi. On passe de l'un à l'autre. Voilà. Donc je vous redis, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous ont interrogé, si vous n'hésitez pas, je serai au stand Intech Service, là, juste à la sortie, jusqu'à demain après-midi. Oui. Oui, par rapport à ce que nous avons discuté tout à l'heure, tu disais que tu travaillais du détail au global et du global au détail. C'est en travaillant avec Anticipe que tu arrives à travailler dans le sens des macro-éléments pour redescendre au détail? Non. En fait, on se rend très vite compte quand on utilise cette méthode, entre guillemets, que finalement, quand je parle du global, c'est que quelqu'un qui ne connaîtrait pas la méthode, finalement, quand on lui donne, voilà, ça c'est le résumé des coûts, quand on lui donne ce résumé des coûts, il est capable de faire une analyse par rapport à un autre résumé de coûts. Et il est capable de faire une analyse qui soit détaillée. C'est-à-dire qu'il peut trouver ses parois extérieures, hein, c'est les façades, il dit pourquoi ce projet-là, il me coûte aussi cher en façade, alors que d'habitude c'est plutôt... voilà. C'est-à-dire que il y a celui qui fait l'estimation, dans le détail, et il y a celui qui la contrôle et qui la regarde par le haut. Typiquement, mes équipes me font les détails, et moi je regarde les récaps. Et je sais leur dire, ah tiens, c'est bizarre, ou là c'est pas bon, ou ça c'est pas conforme à l'idée qu'il y a dans le projet. Donc moi j'arrive avec la vision globale. Eux arrivent avec la vision détail. Tu vois là, sur cette histoire-là, moi, il me manque 2 éléments. Il me manque les quantités de référence ou les quantités par élément.
Par exemple, là, tu as des chiffres, mais ces chiffres, pour moi, ils ne veulent rien dire. C'est un montant, tu vas le comparer à quoi? Tu n'as pas la quantité à côté. Non, mais par contre, on explique comment ça a été fait, et que ça a été fait avec une maquette. Alors moi, je veux bien tout te donner, mais tu veux le maître d'ouvrage, c'est pas ça qui l'intéresse. Je n'ai pas besoin de tout, là. Simplement les quantités de référence. Soit l'infrastructure, il y a combien de mètres carrés ou combien de mètres cubes. Et là, tu as une valeur à côté. Et c'est cette valeur qui parle. Ça pourrait. Non, pourrait. Mais moi, je travaille avec des systèmes étrangers, et avec ces systèmes, tu vois tout de suite où il y a un problème. Là, on voit pas. Alors, je fais parfois, alors ça c'est un exemple, mais je n'ai pas sur celui-ci. Je voudrais rebondir parce que, en fait, il y a une façon d'analyser macro sans avoir besoin des quantités, et c'est pour ça que les extractions d'Estima proposent une colonne en pourcentage. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la part de l'enveloppe totale que peuvent représenter les éléments structuraux ou les équipements organiques, par exemple, pris isolément. Et dans une approche macro, on peut se dire 488 000 sur 2,9 millions, X%, il y a quelque chose qui déconne. Voilà. Je suis trop fort ou trop bas. Voilà. C'est bien cette histoire de pourcentage. Nous, chez nous, on travaille avec les CFC, le coût des frais de construction. Ils travaillent en pourcentage. Mais on travaille maintenant aussi avec la méthode par élément. Et là, on travaille en quantité de référence avec valeur de référence. Là, on est plus précis tout de suite. Mais ça saute aux yeux. Avec 5 quantités, tu arrives à faire un prix. En 2 heures, tu as fait ton prix d'immeuble de 50 millions. Hein. Ça va très vite. Je n'ai pas l'exemple ici, et je ne l'ai pas préparé, donc je ne peux pas vous montrer, mais typiquement, on fait souvent un petit tableau dessous de synthèse en prenant des coûts au mètre carré. C'est-à-dire que le coût global, on l'analyse en disant, voilà, il y a tant de construction de tertiaire, voilà, ou tant de surface habitable, tant de locaux annexes, et on met un coût qui correspond au coût, on met la surface et on met le ratio, mais qui est plutôt un ratio d'analyse du global. Ça permet de voir la cohérence, si c'est ça l'objectif. Là, c'était pas fait. Mais oui, tout à fait, je comprends le... Tout à l'heure, tu as parlé de la toiture. La toiture, c'est un élément très important. C'est comme les façades. Ça influence beaucoup sur le prix, sur la qualité des façades, ou la qualité de la toiture, c'est là des trous, c'est là des ouvertures, des verrières, ou c'est les végétalisés. Là, une très grosse importance qui varie chez nous de, 400 francs à 1000 francs le mètre carré. Ça peut être très variable. C'est des francs suisses. Ah oui, c'est des francs suisses. Hein. Ouais, on va beaucoup plus vite. Non, je plaisante. C'est vrai. Mais je vais y réfléchir pour justement... Ça serait très intéressant de mettre une quantité par gros élément. Ouais, tout à fait. Surface de plancher sur la partie... Qu'est-ce que j'avais là? Tac, ici, superstructure, 1,5 million. On pourrait très bien avoir 1,105 million, la surface de plancher, et avoir un ratio finalement qui... Oui, mais je parlais de surface de plancher au sens réglementation des permis de construire. C'est marrant, ça fait comme s'il y a 10 ans en arrière chez nous. Nous, ça date des années 70, hein, évidemment. C'est pas... C'est drôle, franchement. Okay. C'est bien, hein. Vous avez fait déjà un très gros travail. Faut vous dire. Un, deux. L'intérêt, c'est que c'est un travail collégial. Moi, j'ai participé au développement de Gestiona quand je suis arrivé dans le bureau exécutif de l'Intec. On est 10 autour de la table et on se rend compte que finalement, les apports de chacun, parfois qui peuvent paraître pas forcément évidents comme ça, sont tous très importants. Typiquement, Gestiona, autour de la table, il y avait des économistes, il y avait 2 maîtres d'ouvrage, il y avait des exploitants. Donc finalement, le but de Gestiona, c'était de faire un logiciel qui permette de comparer des projets. Parce que les économistes, ils voulaient pouvoir comparer des projets, analyser des projets en termes de coût global sur un concours, par exemple. Ça pouvait permettre aussi d'optimiser un projet. C'est-à-dire que vous étudiez une solution technique et puis vous regardez ce que ça dit en coût global. Donc vous pouvez optimiser un projet. Là, on était sur plusieurs projets, là, on n'est que sur un. Et puis... les maîtres d'ouvrage, eux, ils voulaient, ce qui les intéressait, ce qui les a beaucoup intéressés, c'est de se dire, ah oui, il y a quand même toutes ces dépenses-là, nous, en prévisionnel, on n'est pas toujours très bon. Donc, créer un plan prévisionnel, parce que là, vous avez alors pas sur 70 ans, ça n'a pas d'intérêt, mais sur 20 ans,
vous avez ou 30 ans, vous avez un plan prévisionnel d'investissement sur le bâtiment. Donc ça, c'était quelque chose qui les intéressait fortement. Donc l'intérêt de ces solutions-là, c'est que finalement, elles sont collégiales et qu'on fait intervenir quand même des personnes différentes. Oui. Oui, je voulais juste rappeler que sur Estima, sur la synthèse, on a accès à un récap de surface plancher, de volume chauffé. Bon, ça peut être aussi. Oui, mais par contre, c'est vrai que dans les sorties, enfin moi, c'est vrai que c'est global. Ouais, on les utilise pas, mais ça serait intéressant d'avoir 3 ou 4 surfaces là en face de chaque truc pour aussi dire, voilà, en ratio, ça fait ça, le poids de ça, c'est ça. Après, moi, j'ai été surpris de voir l'intérêt que pouvaient avoir les maîtres d'ouvrage à voir qu'il y avait une méthode. C'est bête, hein, mais ils imaginent parfois que ça se fait sur un coin de table ou une surface multipliée par un ratio, et puis pof, ça y est, le prix sort. Et puis, en fait, on a quand même un problème de communication. Enfin, je parle des économistes, hein. C'est qu'on ne sait pas expliquer notre travail. Alors, c'est vrai que c'est parfois un peu délicat de dire on fait les quantités, on met un prix unitaire, mais c'est pas à l'APS, c'est pas le même que celui du pro. Et finalement, il y a quand même un peu un déficit de communication par rapport à ça. Et ça, que ce soit auprès d'architectes, auprès de maîtres d'ouvrage, moi j'ai été étonné de voir que l'intérêt qu'ils pouvaient porter à ça. Et puis, alors, si, je vais vous dire quand même, je vais vous raconter quand même une dernière chose. L'Intec a répondu à un marché d'études du ministère de Développement durable qui était de faire des évaluations économiques pour fixer les seuils de la future réglementation thermique. Je ne sais pas si tout le monde m'a suivi. Un truc un peu... Et finalement, il fallait qu'on fasse donc des évaluations au niveau APD à peu près. Alors, il y a eu une vingtaine de bâtiments et de 600 variantes. Et là, soit chacun fait son truc dans son coin, on est plein d'économistes et on arrive à faire quelque chose, soit on utilise une méthode, on l'explique, et puis on va au bout avec cette méthode-là, et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et les retours, il n'y a personne qui a dit non, ça c'est trop cher, ou ça c'est pas assez cher. Il y a une méthode, il y a eu des corrections, quand certaines, il y a eu des observations, il y a eu des corrections. C'est quelque chose qui finalement est transparent. Tout à l'heure, il y a eu une conférence sur les ruptures et les choses comme ça. Dans les ruptures professionnelles, il y a une chose qui apparaît vraiment de plus en plus, c'est la transparence. Et finalement, d'avoir des méthodes, d'avoir des choses explicables facilement, ouvertes. Méthode, c'est ouvert à... Vous pouvez la trouver sur Internet. La nomenclature, vous pouvez la trouver sur Internet. Alors, il faut faire attention, c'est pas forcément la dernière, c'est pas forcément... Mais vous pouvez la trouver sur Internet. Le fait qu'il y ait des formations type MOOC, sur lequel vous inscrivez, vous suivez la formation, il y a une formation méthode. Il y a une formation méthode, il y a une formation coût global, il y a une formation... Ça fait partie de la transparence, et je pense que en tant qu'économiste, on a beaucoup à gagner sur ces thèmes-là, en tous les cas. Voilà. Bon, j'avais que jusqu'à... Voilà, ça va. 30% de plus. Non, 50. Oui. Je peux te raconter une histoire? Ah bah oui. Il y a une quinzaine d'années, le CEC, le Conseil européen des économies de la construction, dont l'Intec fait partie, nous avions été invités à Helsinki, à un hôtel, Scandisk. Il était développé suivant la méthode du développement durable, le coût global. Scandisk a construit 4 hôtels en même temps, 3 de façon ordinaire et une de façon développement durable. Je parle il y a 15 ans. Et ils ont installé sur leur bâtiment à Helsinki des panneaux photovoltaïques. Je me suis dit, ça vaut le coup. Alors en plus, ils ont installé tout un système pour faire les relevés. Ça, c'est à voir parce que ça fonctionne encore. Ils ont amorti toute l'installation qui leur a coûté 18% de plus que le coût des hôtels, la moyenne des hôtels ordinaires. Ils les ont amortis en moins de 12 ans. Ça, c'est des exemples qui existent. C'est des choses à retenir pour aller voir. Ça, je vais voir avec le CEC pour retourner voir cet hôtel Helsinki. Ça, c'est intéressant. Alors, les études en coût global, c'est des choses qui ont quand même un peu de mal à
émerger, parce qu'on a bien vu, hein, c'est technique. Hein, c'est pas, il y a quelques coups globales, c'est pas que deux mots, quoi. Il y a un peu d'ingénierie économique là-dedans. Et c'est à mon avis des notions qui vont... alors, grâce peut-être un petit peu à ce que fait l'Intech à travers un logiciel qui permet d'en calculer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature, mais il y a peu d'outils. Donc, quelque part, c'est des notions qui sont un petit peu nouvelles. Objectiver les choses sur 50 ans, en France, c'est pas facile, quoi. Surtout quand les élections sont dans 2 ans. Donc, voilà. On s'arrête là, si vous voulez, et puis je suis à votre disposition pendant les jours qui viennent, mais là j'ai chaud sous le...